Bonsoir à toutes et tous, on est en direct sur Brut, Facebook Live, on est à l'Assemblée nationale et on va parler pendant ces prochaines minutes avec un député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui est avec nous et qui va répondre à mes questions mais aussi les vôtres. Les commentaires sont là pour vous, pour poser vos questions dans les commentaires. Merci de nous recevoir donc à l'Assemblée nationale. Merci à vous, oui. Et donc, à l'Assemblée. C'est un bureau de réunion, hein, c'est ça? On est là dans un des locaux, effectivement, il y a plusieurs bureaux, et là c'est un bureau où le groupe se réunit parfois. Il y a un couloir qui est réservé à la France Insoumise. Et d'ailleurs, vous pouvez témoigner du fait que nous sommes dans les ordres de la République. Je ne sais pas si on voit un peu, mais en fait c'est très loin de ce qu'on peut imaginer. En réalité, on n'est pas du tout dans les ordres de la République. C'est une simple salle de réunion, je vais peut-être la montrer très brièvement à ceux qui nous regardent. Et c'est ici, donc, avec les députés de la France Insoumise que vous tout à fait. Retrouvez régulièrement. C'est une salle de réunion qui est dédiée effectivement au groupe France Insoumise. Tout à fait. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, notamment avec des propos d'Éric Coquerel qui parle de haine des médias envers la France Insoumise. C'est des propos qui sont assez forts de sens, avec des termes quand même très, très puissants. Est-ce que vous partagez l'avis d'Éric Coquerel, qui est aussi un député de la France Insoumise pour ceux qui nous regardent? Je pense que vous faites référence à un des passages médiatiques d'Éric ce week-end, où il réagissait à une question qui lui était posée sur la dernière note de blog de Jean-Luc Mélenchon. Note de blog, c'est l'usage dont a été extrait une petite phrase dans laquelle effectivement il parle de la haine des médias, la haine que parfois certains médias peuvent nous inspirer, mais j'invite les internautes qui nous écoutent à aller lire la note de blog de Jean-Luc Mélenchon dans son ensemble, plutôt que de simplement se laisser compter quelques petites phrases extraites. En gros, la situation pour nous se résume de la manière suivante. On n'a pas attendu que des polémiques naissent sur la France Insoumise ou sur Jean-Luc Mélenchon pour faire une analyse du système médiatique. Nous, l'idée que nous en faisons, c'est que les médias doivent être un véritable contre-pouvoir, qui doivent apporter de la contradiction, bien évidemment. Mais on fait un constat, et nous l'avions déjà porté pendant la présidentielle, qu'il y a une hyper-concentration du système médiatique dans ce pays, qui fait, pour le résumer et pour ne pas être trop long, que si vous prenez l'organigramme de toute la sphère médiatique et que vous remontez tout au bout de l'organigramme, 80% de la presse est détenue par 9 personnes, 9 milliardaires, et y compris des gens qui investissent parfois dans la presse alors qu'elle perd de l'argent. Par conséquent, on peut légitimement s'interroger en tant que citoyen sur le fait de savoir pourquoi ces gens investissent tant d'argent parfois dans la presse qui perd de l'argent. Moi, je considère que s'ils le font, c'est qu'ils n'en tirent pas un bénéfice uniquement financier, la preuve, mais aussi un bénéfice idéologique. Et on a pu voir par exemple pendant la campagne présidentielle que effectivement un programme comme le nôtre, qui est un programme qui poursuit une visée d'intérêt général, eh bien, a pu parfois être considéré comme un danger pour certaines personnes qui défendent des intérêts très particuliers. Et on a vu par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon était autour de 20% dans les sondages, les fameuses unes avec le risque Mélenchon, etc. Donc voilà, il y a cette petite musique-là. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut pouvoir libérer la parole médiatique et faire en sorte que ce ne soit pas hyper concentré comme ça. Et on ne met pas tout le monde dans le même panier. On n'oublie pas par ailleurs que parmi les quelques dizaines de milliers de cartes de presse qu'il y a dans ce pays, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des journalistes précaires, des pigistes. Et donc pour faire en sorte de clarifier un peu l'ambiance et ne pas tout judiciariser aussi, nous en appelons à la création d'un conseil déontologique du journalisme en France. Voilà, c'est une solution qui existe dans d'autres pays, c'est le cas par exemple en Belgique. Et l'idée justement, c'est d'éviter de devoir toujours tout judiciariser. Parce que là actuellement, on est obligé de passer par le procès en diffamation, on est obligé de passer par le fait d'aller récupérer éventuellement les tweets, les réseaux sociaux. Nous, on voudrait pouvoir simplement avoir la capacité de faire une mise au point. C'est-à-dire, si vous avez été mis en cause et que l'argument était complètement fallacieux et que ce n'est pas juste, il faudrait que ce conseil déontologique puisse simplement exiger que le journal qui vous a mis en cause rectifie son erreur, ni plus ni moins. Et comment garantir l'indépendance justement, la composition de ce conseil déontologique, il faudrait veiller à ce que ce soit, et nous le disons, nous le formulons ainsi, il faudrait que ce soit composé de gens qui sont d'abord représentants des usagers des médias, mais également des gens de la profession et des journalistes. Et quand je dis les journalistes, j'y inclus évidemment les journalistes précaires et les pigistes, et pas seulement les grands éditorialistes qu'on pignon sur rue et qu'on voit régulièrement à la télé. Alors après, pas de systématisation, mais on voit bien quand même qu'il y a un traitement médiatique qui est politique. Dans la polémique qui vient de se passer il y a quelques semaines maintenant, qui a commencé sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, chacun aura vu, et maintenant je pense que la séquence est clôturée, qu'il n'y a aucune affaire. Nos comptes de campagne ont été validés,
Tout ce que nous avons fait, c'est déclarer l'ensemble. Ça ne veut pas dire que nous demandons le remboursement de l'ensemble, c'est une tâche de transparence. La moindre pince pour porter un spot sur un plateau de télé, ça coûte 150 € et nous on a fait une campagne très précise avec une émission de chiffrage de 5 heures. Tout ça coûte très cher. Il y a juste eu un contentieux au sein de la commission des comptes, avec notamment quelqu'un qui a démissionné, dont on découvre qu'il était membre en plus anciennement d'un cabinet, d'un ministre PS qui visiblement a des comptes à régler avec Jean-Luc Mélenchon. Bref, une polémique qui ne tient pas, mais qui vise à salir en fait. Et elle tombe bizarrement à un moment qui nous est plutôt favorable politiquement. C'est-à-dire que c'est après que la France Insoumise ait eu sa niche parlementaire, c'est le moment où on fait des propositions de loi à l'Assemblée, on passe tout notre temps à faire des propositions, on a une journée où on peut passer nos propositions de loi, et cette journée a fait la démonstration de notre sérieux, du fait que nous sommes des gens prêts à gouverner, crédibles. Et donc il y a ce moment-là qui est plutôt positif pour nous, il y a la sortie du film de Gilles Perret, que j'invite tout le monde à aller voir d'ailleurs, qui n'est absolument pas, contrairement à ce qu'on a pu en dire, un film de propagande, mais un film qui montre une vision subjective d'une belle campagne présidentielle, et qui intéresse d'ailleurs y compris des gens qui ne sont pas mélenchonistes, dit en passant. Et c'est au moment où il y a ça, on parle beaucoup de nous comme d'une force sérieuse, crédible, qui avance, il y a le film qui sort, et là, pouf, des pierres, de la boue et des seaux complets de fiel sur une polémique dont on voit bien en fait qu'elle n'existe pas. Une pression des médias? Non, mais moi je me garderais bien de tirer des conclusions, sinon que pour moi il y a une concordance des temps qui fait que parfois on peut penser qu'il y a de la manipulation politique derrière ça. Et quand je dis ça, une fois de plus, je ne généralise pas. Nous-mêmes, nous allons dans les médias et quand nous y allons, moi je vais partout où on m'invite pour la raison que partout où je vais, j'ai la liberté de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, il faut dire les choses clairement. Mais on ne peut pas faire l'économie de voir que par exemple pendant la campagne présidentielle, quand Jean-Luc Mélenchon était au plus haut, il y a eu pendant une petite phase de 2-3 jours où vous aviez le risque Mélenchon, le scénario qui fait trembler les marchés financiers, attention, si Jean-Luc Mélenchon est élu, il va pleuvoir des grenouilles, et puis les chars de l'armée rouge vont arriver aux frontières. Ce serait quoi, une manipulation des actionnaires? Il y a, je pense, il y a quelque chose qui fait qu'effectivement on peut s'interroger sur cette hyperconcentration. Prenez un exemple, le patron du Parisien, qui est très ami, on le sait, avec M. Bompard, qui est le PDG de Carrefour. Eh bien, le jour où on parle des licenciements, enfin des suppressions de postes qu'il va y avoir à Carrefour, on parle des suppressions de postes, et c'est plutôt sous cet angle économique-là que la presse s'émeut de la situation. Et ce jour-là, vous avez le Parisien qui fait, je crois que c'est le Parisien, je ne vais pas dire de bêtises, qui fait une, il faudrait vérifier, qui fait une sur le PDG de Carrefour en disant c'est la révolution de la grande distribution, c'est un génie, etc. On voit bien à un moment donné effectivement que notre projet politique, bien évidemment, s'adresse à la majorité de la population, mais il y a une petite frange, celle qui s'accapare le plus de richesses notamment, il faut bien le dire, qui sert ses intérêts. Et clairement, c'est un projet politique qui pourrait contraindre certains intérêts particuliers très concentrés. Et donc, on a parfois la sensation qu'il y a un mécanisme de défense qui s'opère et qui n'est pas en faveur de l'indépendance des journalistes. Moi, je vous le dis là, ça tombe bien, il y a la série de livrets de la France Insoumise là, qu'on a fait, et il y a celui-ci par exemple, je vais vous l'offrir, et j'invite à aller le voir, il est sur le site internet. On voit l'image maintenant. Toutes nos propositions sur les médias. Vous verrez qu'il n'y a pas là-dedans de censure quoi que ce soit. Au contraire, on veut réoxygéner le système médiatique, faire en sorte que ce soit moins concentré. Parce que je pense clairement que ça pose un vrai problème. Et vous qui financerez ces médias, parce que ça demande il y a plein de propositions. On serait toujours sur l'idée qu'il y ait des subventions publiques, mais on y regarderait quand même de plus près. Il y aura un conseil citoyen qui serait chargé de regarder tout ça. On fait un tas de propositions. Par exemple, j'en cite une, mais il y en a beaucoup dans ce livret, vous pourrez aller la voir. C'est le fait que, à la tête par exemple de Radio France et France Télé, eh bien, ce ne soit pas le fait du prince qui nomme la personne qui est à la tête de France Télévisions, que ça passe par une élection démocratique. Nous, le fil conducteur de notre projet politique, c'est de faire en sorte que le peuple se réapproprie tout et en toutes circonstances, et qu'il ne soit pas simplement consulté, qu'il puisse décider. Et notre rôle de politique, c'est de lui offrir les moyens de faire des choix en connaissance de cause et d'avoir les moyens de décider par lui-même. Donc le peuple qui irait élire le président de France, le ou la présidente de France Télévisions. Une élection, par exemple, effectivement, pour élire la personne qui serait à la tête de France Télévisions. Pourquoi pas? Ça demanderait des débats, ça demanderait... Bien évidemment, mais il faut qu'on puisse débattre d'à peu près tout. Il n'y a jamais trop de démocratie. Voilà. Bon, du coup, sur les médias, c'est cadeau. On lira ça avec attention. L'occasion de vous questionner encore sur les médias, parce que en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a ce projet de loi sur les fake news. C'est quoi votre regard sur ces propositions faites par le gouvernement? Est-ce que pour vous, c'est important qu'on fasse quelque chose sur ce sujet-là? Alors, clairement, sur les fake news, la manière dont Emmanuel Macron, visiblement,
par quel bout il a pris le problème. Il me semble que s'il mettait en application ses desiderata en la matière, il serait le premier à en être victime. Parce que qui va décider de qui raconte la vérité dans cette affaire ? Moi, je le vois, par exemple, si je regarde ce que fait ce gouvernement depuis le début de la mandature. Par exemple, il faut toujours un traducteur pour comprendre ce qu'ils font. Par exemple, ils disent on va libérer les énergies. Ça pourrait paraître hyper positif. En réalité, on voit que ce qu'ils ont fait avec les ordonnances, c'est une facilitation en règle des licenciements, par exemple. On nous dit, nous allons faire un projet de loi qui va favoriser la réussite des étudiants. Ça paraît formidable, on a envie de sauter de joie. Et en réalité, on voit que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la sélection à l'université pour pouvoir adapter le nombre d'étudiants sur les bancs au nombre de places disponibles, alors que nous disons qu'il faudrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire créer le nombre de places nécessaires à l'accueil de tous les étudiants. Un autre exemple qui est plus dans l'actualité encore, même si les étudiants et l'université c'est toujours d'actualité, mais comme ce gouvernement ouvre 1000 fronts à la fois, il faut pouvoir être très réactif. Mais par exemple sur la SNCF, si on les écoute, on serait en train d'améliorer la qualité du service. Ce serait l'ambition. Alors que l'ambition réelle, celle qui n'est pas affichée, c'est d'aller à l'ouverture à la concurrence parce que c'est les paquets ferroviaires et les directives européennes qui l'ont décidé et que Emmanuel Macron applique avec beaucoup de zèle les directives européennes. Donc il y a toujours un deux poids deux mesures et à ce petit jeu-là, les fake news, moi je vous en sors tous les jours. Sur le pouvoir d'achat par exemple. Est-ce que beaucoup de Français, parmi ceux qui nous écoutent, ont l'impression que leur pouvoir d'achat a augmenté ? Pourtant, cette petite musique qu'on entend tous les jours sur les plateaux télé à l'Assemblée nationale. Non, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Parce que la CSG a augmenté, que les retraités s'en prennent plein la figure, mais quand bien même on parle de la baisse des cotisations, moi je profite de l'occasion d'être avec vous en ligne. Quand on vous dit on va baisser vos cotisations, donc votre salaire net va augmenter d'un petit peu, ça n'augmente pas votre pouvoir d'achat. Parce que figurez-vous que les cotisations sociales que vous payez, qui sont la différence entre votre brut et votre net, c'est votre salaire. C'est du salaire différé, on parle de salaire socialisé, mais c'est votre salaire. C'est ce qui va financer l'assurance maladie, c'est ce qui va financer le fait d'avoir les soins, d'avoir les services publics. Donc tout ce que vous ne payez pas d'un côté, et les petites miettes que vous récupérez peut-être, eh bien en réalité vous allez le payer par ailleurs. C'est la raison pour laquelle moi je dis et répète que ce gouvernement est passé maître dans l'art de vous prendre d'une poche pour vous mettre un peu dans l'autre. Donc des fake news en l'occurrence, ils en sèment beaucoup. Donc je pense que la meilleure solution, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a demandé audience au président de la République, je ne sais pas à cette heure si le rendez-vous est pris, mais il a demandé audience au président de la République sur cette question des médias, des fake news, pour lui formuler cette proposition de notre conseil déontologique du journalisme, quelque chose qui serait très ouvert et qui permettrait de régler le problème tranquillement, politiquement, de manière apaisée. Donc en prévision de ce rendez-vous, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous tapez pétition conseil déontologique du journalisme et vous allez pouvoir signer, nous aider à faire gonfler les signatures pour qu'on puisse aller en discuter avec M. Macron. Quand on parle des médias, en ce moment, on fait beaucoup de parallèles entre le média, qui existe depuis quelques semaines maintenant, et la France Insoumise. Beaucoup de personnes qui ont participé activement à la campagne se retrouvent actuellement dans ce média. Quel regard vous avez sur cette nouvelle source d'information ? Est-ce que pour vous, ça correspond à ce que vous imaginez de l'avenir des médias ? Alors moi, clairement, je veux rendre hommage là, à cette heure, notamment à toutes les équipes qui travaillent aux médias, qui ont eux aussi, qui subissent une période difficile, de polémiques intenses. Et je pense qu'ils ont fait de la démonstration dans une émission, et ils vont avoir l'occasion de le faire encore, de répondre à ces polémiques. Mais c'est vrai que c'est assez dur, et on comprend aussi l'intérêt de ces polémiques contre eux. Mais moi, j'ai trouvé, quand on m'a présenté le projet, que c'était quelque chose de très ambitieux. Et le fait d'assumer tenir un journal télévisé sur Internet tous les soirs à 20h, plus un autre contenu éditorial, parce qu'il y a des émissions en plus, je trouve ça très ambitieux. Mais est-ce qu'un média, par exemple, c'est un très lourd travail. Par exemple, on a vu ce hashtag avec les cheminots. Est-ce que c'est le rôle d'un média d'aller soutenir des causes, des luttes ? On va d'abord dire une chose aussi, parce que la polémique sur le média laisserait entendre tout le temps, et ça c'est terrible pour nous, que le média et la France Insoumise seraient imbriqués, et que presque nous aurions regard sur la ligne éditoriale. Ça n'est pas vrai, clairement. D'ailleurs, nous nous en gardons bien pour éviter justement que ces polémiques naissent, parce que là on a vu qu'à chaque fois c'est le média des copains de Jean-Luc Mélenchon, blabla. Non, dans la rédaction, il y a effectivement des gens qui se revendiquent de l'insoumission et qui sont avec nous effectivement politiquement et qui ne le cachent pas, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont d'autres formations politiques de gauche, des gens qui ne se reconnaissent dans aucune formation politique, mais qui sont plutôt effectivement du courant de l'humanisme écologique et social. C'est la ligne éditoriale. Nous partageons beaucoup de points de vue avec ce qu'ils développent dans leurs journaux. Pour autant, il n'y a pas de connexion
entre le mouvement La France Insoumise et le média. D'ailleurs, on n'a pas cessé de le répéter, le média n'est pas le média de La France Insoumise. La France Insoumise en tant que mouvement politique, ça va, elle a ses moyens de communication, elle a ses propres chaînes YouTube, elle a ses propres journaux, notamment celui-ci. Bon voilà, elle a ses outils de communication. Donc voilà, pas de comment dirais-je, qu'on s'entende bien là-dessus. Après, sur ce qui s'est passé récemment, voilà, c'est le fait de ce qui peut se passer dans plein de rédactions. Je veux dire, pareil, on a beaucoup parlé du média, et aussi, encore une fois, pour dire attention, c'est les amis de Mélenchon, regardez ce qu'ils font. On a beaucoup moins parlé, on s'est beaucoup moins ému du fait qu'à l'Obs, quand il y avait eu cette une, vous vous en souvenez, d'Emmanuel Macron avec les barbelés autour de l'affreuse loi sur le droit d'asile qu'ils sont en train de nous faire, où on prétend faire humanité et fermeté, alors qu'on voit d'abord que de la fermeté et que c'est loin de ce qu'on pourrait faire en termes d'accueil et de traitement des causes. Il y a eu aussi une éviction à l'Obs et on s'en est beaucoup moins ému. Donc encore une fois, le deux poids deux mesures. Donc voilà, je pense qu'il faut se garder de toute polémique. Moi j'ai plutôt envie qu'on passe du temps à discuter de fond et moins de ces bases polémiques. Alors maintenant que vous êtes à l'Assemblée nationale depuis presque un an maintenant, le gouvernement a cette idée de restreindre le droit d'amendement. Quelle réaction ça suscite chez vous quand on sait que votre groupe est très actif de ce côté-là? Écoutez, je pense que la prochaine étape, si on les suit, c'est de fermer l'Assemblée nationale. Mais on en est là, parce qu'en réalité, ce qu'il se passe est assez grave. D'abord, dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que dans cette Assemblée, vous avez une Assemblée aux couleurs qui ne sont pas vraiment représentatives de ce qu'est la capacité des différentes forces politiques. Je m'explique, je prends qu'un exemple. Le Parti socialiste, aux dernières législatives, fait, je crois, près d'1 million de voix de moins que la France Insoumise. Pourtant, leur groupe est quasiment le double du nôtre, voyez. Donc ça montre bien que le mode de scrutin et les institutions de la Ve République font que vous vous retrouvez avec un hémicycle qui n'est pas représentatif finalement des rapports de force politiques qu'il peut y avoir dans le pays. Autre problème pour moi, et là vous faites notamment référence à mon expérience de député depuis quelques mois, c'est que dans l'idéal, un débat parlementaire, si c'était vraiment un débat parlementaire, on doit pouvoir se laisser convaincre par l'argumentation de son adversaire. On ne doit pas camper simplement sur ses positions. Moi, dans l'image que je m'en faisais de l'Assemblée nationale, la grande, celle de l'histoire et du romantisme politique qu'on connaît, des grandes figures qui ont siégé ici, c'est un lieu où normalement il y a des débats d'idées avec des gens qui certes n'ont pas les mêmes, et c'est tant mieux, mais qui se chargent de se convaincre les uns les autres. Et bien évidemment qu'on doit pouvoir se laisser convaincre par l'autre. On doit avancer par l'argumentation. Nous, vous voyez, la France Insoumise, on dépeint souvent de nous le portrait d'une force qui serait que contestataire. Déjà, premièrement, c'est faux parce que nous sommes la première force de proposition. N'arrêtons pas de formuler des propositions tout le temps. Mais en plus, il nous arrive d'être ponctuellement, bien sûr, c'est pas régulier en l'occurrence, mais ponctuellement, il nous arrive de voter les amendements de forces politiques qui nous sont opposées. Vous voyez, pas plus tard que hier, j'étais en faveur d'une résolution pour l'interdiction de la pêche électrique qui était à l'initiative de certains de mes collègues d'En Marche. Bon voilà, donc on n'est pas sur une opposition de principe. On est sur quelque chose qui est de l'ordre du débat argumenté. Or, on le voit bien, cette majorité qui a tendance à voter comme un seul homme, eh bien, s'intéresse moins au contenu des propositions qu'à qui formule la proposition. Et c'est un vrai problème. Parce que dès lors, l'Assemblée nationale devient simplement, compte tenu du rapport de force et du groupe pléthorique qu'on a en face de nous, elle devient simplement, cette Assemblée, une chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et là, en l'occurrence, restreindre le droit d'amendement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse amender un texte à proportion de ce que le groupe représente, c'est clairement museler l'opposition. Or, ils n'en ont pas besoin, parce que, autant vous dire que pour l'instant, sur tous les amendements qu'on a proposés, quasiment rien ne passe. Quand on a eu notre niche parlementaire, on avait choisi 5 propositions de loi. Sur le programme, ça fait très peu, parce que notre programme, ça pourrait être 300 propositions de loi. On en avait choisi 5. Les 5 que nous avions choisis, on avait fait exprès. C'était des propositions de loi, franchement, qui auraient pu faire consensus. Je suis à peu près sûr qu'individuellement, certaines personnes dans la majorité sont d'accord avec ce que nous avons porté. Il y en avait une sur la reconnaissance des maladies en maladie professionnelle, de l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Il y en avait une sur le récépissé pour le contrôle d'identité, pour l'expérimenter. Il y avait une motion référendaire sur le traité de libre-échange avec le Canada. Il y avait le fait de rendre constitutionnel le droit à l'eau, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, sur la fin de vie. Rien de tout ça n'a pu passer le barrage des motions de renvoi de la majorité. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont considéré qu'il ne fallait pas en discuter. Mais pire que ça, quelques semaines après, ils nous pondent une tribune dans Le Monde
où ils viennent dire « Ah, on voudrait qu'il y ait une loi sur la fin de vie. On vous l'avait proposé il y a quelques semaines. » Ça veut dire quoi? Quand c'est la France Insoumise qui propose, le contenu ne vous intéresse pas. Par contre, vous allez peut-être potentiellement bientôt porter le même contenu. Voilà où nous en sommes. Donc, on a une majorité qui est censée représenter le nouveau monde qu'en apparence. Parce qu'en réalité, les vieilles pratiques politiciennes sont encore bien incrustées et on a encore beaucoup de boulot là-dessus. Et donc moi, je vois d'un très mauvais œil la réforme qui est en cours sur la réforme institutionnelle parce que loin de réformer vraiment l'institution, on va en faire finalement une petite logique anti-parlementaire et il faut se garder de cela. Ce dont nous avons besoin pour que les citoyens se réapproprient la politique, c'est de faire en sorte que eux-mêmes, que vous là qui nous écoutez, vous puissiez refaire la règle du jeu. Et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à une assemblée constituante qui serait composée de citoyens qui n'auraient pas été élus dans le cadre précédent des institutions, qui ne seraient pas élus dans le cadre de la nouvelle République dont seraient issus ces travaux, et qui auraient à redéfinir la règle du jeu. Vous ne pouvez pas demander à des Français qui sont trop nombreux à faire la grève civique d'aller voter si vous ne leur permettez pas de se réapproprier la règle du jeu à laquelle ils ne consentent plus aujourd'hui. Il faut redéfinier la règle du jeu. Et quand le président de l'Assemblée nationale dit que vous n'êtes juste là que pour faire des vues sur YouTube, vous lui répondez quoi? Mais il a complètement tort, je pense qu'il est jaloux. En réalité, je le prends comme ça, sur le ton de l'humour, je pense qu'il est jaloux. Parce qu'en vérité, c'est un homme qui visiblement ne comprend pas son temps politiquement. J'ai vu la vidéo qu'il a faite et clairement elle nous ciblait. Mais je pense qu'il sait intérieurement que nous sommes une force de proposition crédible, que oui, nous avons fait quelques petits coups à l'Assemblée, notamment quand il met en cause le maillot de foot de François Ruffin. Mais parlons-en du maillot de foot de François Ruffin. Ce qu'il a fait, François, c'est pas pour faire parler de lui, c'est pas un acte nombriliste, ni d'ailleurs quand Alexis Corbière prend le paquet de pâtes ou de riz dans l'Assemblée nationale pour parler des 5 € de baisse des APL. C'est une manière d'incarner le débat politique. Je comprends que ça puisse gêner, et vous savez qu'à l'extérieur, il y a plein de gens qui nous ont remerciés pour ce que nous avons fait. Quand François a fait la tenue de foot, des gens qui effectivement passent tout leur week-end comme bénévoles à laver les maillots de foot des gamins, à emmener les gamins au football, ils se sont sentis représentés. Il y a plein de gens qui me disent on se sent représenté. Alors, il ne faut pas faire que ça, c'est clair, mais on essaye de trouver des formules aussi pour décloisonner les débats parlementaires, faire en sorte que ça intéresse. Et franchement, ça fait moins d'1 an maintenant, mais à 17, avec tout le travail que nous avons fait, je pense qu'on a fait une démonstration aussi de sérieux et de crédibilité. Nos propositions se voient, tout le monde peut les suivre. On fait partie des députés, notre groupe d'ailleurs est le groupe le plus actif à l'Assemblée nationale. Ça va, quoi, on ne démérite pas, donc on ne nous donne pas trop de leçons là-dessus. On vous a attendu, donc on va prendre quelques questions très rapides, notamment des internautes qui vous questionnent notamment par rapport à la réforme de la SNCF. Quelle est votre position sur cette réforme, bien au-delà simplement du statut des cheminots, mais de façon générale? Alors, je vais essayer d'être assez clair, mais ce que je vais raconter, il faut ensuite le redéployer partout pour éviter d'avoir l'intoxication générale. Sur la SNCF, le gouvernement nous dit plusieurs choses. D'abord, il dit qu'il faut améliorer le service. Ça ne va pas. Dont acte, s'il le pense, et ça peut parfois se constater. Et il nous dit, il utilise 2 arguments principaux là-dessus. Il dit d'abord, il y a une dette abyssale à la SNCF, puis il y a la question du statut des cheminots. Bon, très bien. Ça, c'est l'intention a priori du gouvernement, améliorer le service. En réalité, je l'ai expliqué, le gouvernement est animé par d'autres choses qu'il ne défend pas publiquement, qui est l'application zélée des directives européennes, notamment des paquets ferroviaires. C'est assez technique, mais qui doivent aboutir, parce que l'Union européenne en a décidé ainsi, à l'ouverture à la concurrence du rail en France. On a affaire à une bande d'idéologues, que vous soyez sur le marché des télécoms, que vous soyez sur l'énergie ou le rail, ou que vous vendiez des bananes, il faut appliquer la concurrence libre et non faussée. Voilà le dogme absolu. Voilà ce en quoi ils croient. Ça peut fiche la pagaille, peu importe, ce sera le bon modèle partout. Et donc, ils procèdent toujours de la même manière. On commence par séparer les réseaux des commercialisateurs, des fournisseurs. Ça a été fait pour l'énergie. Je pense que quiconque a suivi un peu l'affaire pour l'énergie et les télécoms voit bien que c'est la même méthode. Mais en réalité, ce que prépare ce gouvernement, c'est juste le fait que des acteurs privés puissent maintenant aller sur ce marché juteux de la SNCF. La dette, ne vous laissez pas compter que c'est le principal problème. D'abord, il faut redire que la dette n'est absolument pas le fait de la SNCF ou des cheminots. La dette de la SNCF, elle date d'avant la constitution de la SNCF. C'est-à-dire avant 1938, quand, avant d'avoir un opérateur public, on avait une multitude de compagnies privées. C'est un héritage historique, cette dette. Et ensuite, je veux dire une chose. Cette dette, elle a été creusée. D'accord ? Elle a été creusée parce qu'on a surinvesti notamment dans le tout ligne grande vitesse et pas assez dans le rail, notamment régional. Alors regardez, je prends un exemple très parlant sur le fait que cette dette est creusée encore à l'heure où on se parle. Prenez l'exemple de la ligne Bordeaux-Tours. Cette ligne coûte à peu près 7,5 milliards d'investissement pour pouvoir exister.
Sur ces 7,5 milliards, vous avez un opérateur privé qui est une filiale de Vinci, qui s'appelle l'ISEA, qui a consenti à investir 2,4 milliards. Le reste, les 5 autres milliards, c'est la puissance publique qui les a investis. Eh bien, figurez-vous que malgré ça, c'est bien cette compagnie privée qui va, pendant les 44 prochaines années, bénéficier intégralement des péages de cette ligne. Total pour la SNCF, chaque année, 250 millions d'euros. C'est ce que ça coûte à la SNCF. Donc on organise là une ligne qui est en déficit structurel. Donc on creuse la dette. Donc ceux qui nous racontent que la SNCF est endettée suivent des politiques qui ont fait qu'on a creusé cette dette. Et ensuite, sur le statut des cheminots, c'est le plus insupportable parce qu'on jette le fiel sur les cheminots en faisant croire qu'ils sont des privilégiés. De quoi parle-t-on? Si le statut des cheminots existe, c'est parce que pour attirer des gens dans cette profession pénible, il a fallu un statut. Ce sont des gens qui cotisent plus que la moyenne dans leur statut. Il faut le savoir aussi. Ils ne sont absolument pas responsables des problématiques que nous avons pu connaître à la SNCF, qui pour l'essentiel sont un manque d'effectifs et un manque d'investissement. Donc le risque là, c'est que la mise en cause du statut, en réalité, quand Édouard Philippe le fait, il offre juste un gage aux compagnies privées qui demain vont pouvoir, quand la concurrence sera ouverte, aller sur le secteur du rail et qui pourront, grâce à lui, ne plus avoir à s'embêter avec un statut qui offre quelques avantages et qui fait que le coût du travail, comme ils disent, est plus élevé. Voilà, c'est juste un gage offert à la concurrence. Et le risque aussi pour les usagers, c'est ce que l'on voit au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a privatisé le rail. C'est plus 27% de prix en augmentation. Vous avez des ménages en Angleterre qui consacrent jusqu'à 14% de leur budget mensuel simplement pour les déplacements entre chez eux et le travail. Et puis surtout, un service public n'a pas vocation à être rentable, alors que le privé, oui. Et donc vous aurez demain des lignes qui vont disparaître. Quoi qu'en dise le ministre, si effectivement les opérateurs privés considèrent qu'il n'y a pas lieu d'investir, ils ne le feront pas. Regardez l'exemple des cars Macron. Il n'y a pas de cars Macron partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas là où ce n'est pas rentable. Donc on voit bien quel est l'objectif et le risque. Donc je mets en garde, les cheminots ne se battent pas pour eux-mêmes. C'est une bataille d'intérêt général. Et il faut vraiment éviter ce qu'ils sont en train de faire en sorte qu'on se divise entre nous, qu'on regarde qui a le plus gros avantage. Franchement, c'est ridicule. Quand vous avez certains ministres qui vont sur des plateaux télé pour expliquer que la SNCF coûte 340 € par an et par tête de pipe, qu'on la prenne ou pas. C'était M. Darmanin qui s'est fait recadrer parce que le prix n'est pas celui-là, c'est plutôt 200 €. Et qu'on parle de privilèges comme M. Castaner. Mais alors quoi, quand on supprime l'ISF pour le réorienter vers uniquement les valeurs immobilières? Là, bizarrement, nous parlions de privilèges, il refusait ce terme. Donc encore une fois, toujours deux poids, deux mesures. Vous voyez, si on voulait jouer à Gérald Darmanin, on peut jouer, allons-y, jouons un instant à Gérald Darmanin, parlons de l'évasion fiscale, qui devrait être son grand sujet. Eh bien, l'évasion fiscale, c'est 1 600 € que ça coûte par an et par Français. Voilà la réalité, et voilà effectivement quelques contre-arguments. Donc là, il va y avoir des mobilisations dans plein de sujets. Le rail est un des sujets, mais pas que, parce qu'Emmanuel Macron ouvre 1000 fronts à la fois. Il y a les EHPAD, notamment 15 Il y a les EHPAD, aussi, bien sûr, mais moi, là-dessus. on le voit, il y a énormément de mobilisation sectorielle, et il faut faire le lien entre tout ça pour qu'il y ait une convergence. Moi, je pense que maintenant, c'est bon, quoi. En un an, on voit quelle est la signature politique de ce gouvernement. Il faut qu'on puisse dire, à l'occasion de l'anniversaire de l'arrivée, de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, il faut qu'on puisse lui dire d'une manière ou d'une autre, un an ça suffit. Mais une convergence qui n'a pas eu lieu lors des ordonnances du Code du travail. On y travaille, vous savez. C'était un échec. Mais il faut quand même comprendre que la mobilisation est difficile parce que des gens s'étaient mobilisés dans le quinquennat précédent à la fin sur la loi El Khomri. Il y a des mobilisations qui étaient importantes. Et à coup de 49.3, encore une disposition antidémocratique, cette 5e République qui exacerbe la monarchie présidentielle, eh bien les gens ont vu que même des mobilisations n'imprimaient pas sur le rapport de force. Donc moi je mets en garde, on a vécu sur la séquence des ordonnances qui a été une séquence difficile, où aujourd'hui on le voit bien avec maintenant les ruptures conventionnelles collectives, le nombre de suppressions de postes qu'il y a dans plein d'entreprises. On voit bien quelle a été la libération des énergies dont on parlait. Ça a été une vraie facilitation de licenciement. Donc on a effectivement perdu le point sur la bataille des ordonnances, on ne peut plus en perdre de nouveau. Et clairement, sur la question de la SNCF, le gouvernement sait aussi ce qu'il est en train de faire. C'est de faire une démonstration, parce que la SNCF est encore un corps sur lequel il y a une capacité de mobilisation et des mobilisations possibles au niveau syndical qui sont plus fortes. Ils veulent faire une démonstration. Si la SNCF, s'ils arrivent au bout de la SNCF, il y a une digue qui saute, clairement. Et ils auront fait la démonstration qu'on peut achever le processus. C'est la mission d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron,
Il a fait croire à tout le monde qu'il était là pour tout changer. Il a réussi à changer la forme. Et c'est à ce prix-là qu'il peut continuer l'œuvre qu'avaient commencé messieurs Sarkozy et Hollande avant lui. C'est ça que fait Emmanuel Macron. Il achève le processus. C'est le mandat qui lui a été confié par celles et ceux qui l'ont défendu dès la première heure. Va jusqu'au bout. C'est pas le changement. Il n'y a pas eu de changement de direction. C'est d'ailleurs tout le problème que nous avons. C'est que l'élection présidentielle date d'il y a moins d'1 an. Et on voit bien que tous les grands défis que nous avons à régler ne sont pas réglés et qu'on n'en prend pas le chemin. Parce qu'on poursuit une impasse idéologique qui est celle du libéralisme économique et de ses travers. Et moi je vois à mesure que le temps passe que le jour où nous viendrons aux affaires pour faire la planification écologique par exemple, eh bien nous aurons beaucoup de travail. Parce que vous voyez, à l'heure où ils sont en train de défaire la France comme ils le font avec notamment la libéralisation du rail et de la SNCF, nous si nous étions aux affaires sur ce cas précis, nous nous occuperions par exemple de faire en sorte que les marchandises soient sur des rails. Parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais depuis qu'on a libéralisé, privatisé le fret, eh bien vous avez les marchandises qui sont de plus en plus transportées sur la route et de moins en moins sur les rails, alors qu'on nous parle d'écologie. Eh bien nous serions occupés à faire en sorte qu'on mette toutes les marchandises qui passent de la Belgique à l'Espagne et qui ne font que de la France un point de passage sur des rails. Voilà qui seraient des choses intelligentes à faire. Il y a plein de choses intelligentes à faire, enthousiasmantes à faire, qui pourraient nous faire nous lever le matin pour autre chose que faire des économies, nous serrer la ceinture, être plus flexible au point de devenir de véritables contorsionnistes, parce que là c'est plus de la flexibilité ce qu'on demande, mais quand on voit la précarisation du travail, clairement on voit où on va, c'est terrible. Donc il y a de l'énergie disponible dans ce pays pour faire d'autres choses. Ce pays a plein d'atouts. Et moi c'est le plus frustrant, c'est que je vois chaque jour le temps qu'on perd, y compris sur des questions aussi urgentes que le social ou l'écologie. 2 questions très rapides parce qu'on a déjà légèrement dépassé le temps qui nous est imparti. Je vais les former donc en une seule, notamment cette situation à Mayotte où depuis 15 jours maintenant il y a des manifestations assez importantes, notamment contre l'insécurité. Et cette deuxième question donc en une, sur la situation européenne, notamment par rapport aux élections récentes en Italie. J'aimerais avoir également votre point de vue. Alors, et c'était questionné par les internautes. Sur Mayotte, la situation est à un point de rupture total. Et surtout qu'on ne prenne pas uniquement ce sujet que par le bout de l'insécurité, parce que l'insécurité, bien évidemment, il y en a énormément, mais elle est surtout le fruit d'une situation qu'on a laissé pourrir sur place. Et la situation est vraiment dramatique. C'est-à-dire que là-bas, vous avez des gens qui sont vraiment laissés à eux-mêmes, et vous avez notamment mon ami et collègue Jean-Hugues Ratenon qui revient de Mayotte et qui nous a décrit une situation absolument dramatique, avec, nous a-t-il dit, plusieurs milliers d'enfants qui sont seuls, aérés dans les rues, à dormir sur des toits, dans une situation de dénuement total. D'ailleurs, j'invite à ce que vous puissiez aller sur les réseaux, retrouver la question du gouvernement qu'a posée Jean-Hugues Ratenon. Clairement, on ne peut pas accepter, on est la 5e puissance économique du monde, il faut qu'on puisse traiter ces questions, y compris sur les territoires qui ne sont pas de la métropole. Après, sur la question européenne, on pourra en parler très longtemps, mais vous avez pu voir notamment ce qui s'est produit le week-end dernier avec le scrutin en Italie, qui a suscité beaucoup d'indignation et d'étonnement, parce que vous avez des forces plus que contestables. Alors on dit populisme, on met là-dedans tout et n'importe quoi, mais en gros vous avez une coalition de droite et d'extrême droite et un mouvement populiste avec des relents xénophobes qui arrivent à prendre des positions importantes en Italie. Mais il ne faut pas trop s'en étonner, finalement. C'est ce qui nous pend au nez un peu partout. Parce que celles et ceux qui font l'Europe contre les peuples, c'est-à-dire qui pensent qu'on peut continuer à avancer dans une direction d'une Europe qui met en compétition des pays qui ne sont pas socialement et fiscalement harmonieux et finalement fait en sorte que ce soit toujours le moins-disant social qui gagne la compétition, eh bien ça attise les conflits et vous vous retrouvez avec cette situation où vous avez partout en Europe des situations démocratiques où on voit même l'extrême droite revenir et reprendre position partout. Regardez ce qui se passe en Autriche. Le retour de l'extrême droite au Parlement allemand doit véritablement nous amener à réfléchir. La situation est grave. Ce qui se passe en Italie en est une autre manifestation. Donc nous, ce que nous disons, c'est que il faut refonder l'Union européenne. Et quand je dis refonder l'Union européenne, c'est du grenier à la cave. Pas faire les choses dans la demi-mesure. Nous avons besoin d'une Europe qui permette une harmonisation sociale et fiscale. Et il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent que les traités actuels, lesquels d'ailleurs ont été parfois rejetés démocratiquement, c'est le cas en France, vous vous en souvenez, en 2005, il y a eu un référendum, les Français ont voté non à ces traités européens, c'est-à-dire pas à l'Europe, mais à cette manière de l'organiser.
Et malgré leur vote pour le non, il n'a pas été respecté. On a fait derrière le traité de Lisbonne, on a appliqué quand même, grosso modo, ce qu'ils avaient rejeté démocratiquement. Donc on a fait la construction européenne contre l'avis des peuples, démocratiquement. Donc il y a une situation de rupture. Moi je dis souvent à ceux qui nous disent il faut remettre l'Europe en bon état, je dis mais si vous voulez qu'elle se disloque, en tout cas, il y a juste à regarder, à continuer dans cette direction. Donc encore une fois, les gens raisonnables dans l'affaire, c'est nous. Il faut une refondation complète de l'Europe et en passer par ces traités, parce que ces traités interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Entendez-moi bien, les traités de l'Union européenne actuelle interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, cette bataille économique qui pousse au moins-disant social et au moins-disant environnemental, ce n'est pas un dommage collatéral, ce n'est pas quelque chose à part, ça a été construit comme ça. Donc nous disons qu'il faut refonder cette Union européenne. Et pour ça, on a toute une série de propositions, articulées notamment autour de notre plan A et plan B. Le plan A, en fait, c'est toutes les négociations que nous voulons porter avec nos partenaires européens. Partenaires d'ailleurs qui, démographiquement, économiquement, ont des intérêts divergents. Si on regarde vite fait la composition de la France et de l'Allemagne en matière économique et démographique, l'Allemagne est plus qu'excédentaire, par exemple. Elle a une population plutôt vieillissante. Nous, on a une population très jeune. Bref, on voit que nous n'avons pas exactement les mêmes intérêts, ce qui ne nous empêche pas d'être bons partenaires. On ne peut pas accepter que toute l'Union européenne soit à l'avantage d'une petite minorité. Sinon, on va arriver à la catastrophe que l'on voit avancer. Donc il faut une refonte pour que l'Europe soit véritablement sociale, pour qu'on puisse harmoniser sur le plan fiscal, pour qu'on puisse aller vers, pourquoi pas, un SMIC européen, pour qu'on puisse taxer les transactions financières et avoir une politique redistributive. Il faut effectivement la refonder de fond en comble. Il y a des choses qu'on peut faire d'ores et déjà, mais il faut qu'on aille véritablement à la refondation en passant par les traités et assumer, oui, une discussion franche et dire à nos partenaires que s'ils ne veulent pas faire autre chose cette Europe, alors nous sommes prêts, c'est le plan B, à faire autre chose avec ceux qui le veulent. Et je pense notamment à certains pays du Sud qui pâtissent complètement de la politique européenne telle qu'elle se mène aujourd'hui. Franchement, est-ce que la Grèce va mieux après les mémorandums d'austérité qu'on lui a appliqués? Honnêtement, je ne sais pas dans quel état va sortir le pays lorsqu'il pourra toucher les aides que l'Union européenne lui a promis. Donc on voit bien que la pagaille est en cours. Et nous devons être une issue politique stable. C'est ce que nous essayons de faire, avec toutes les difficultés que ça suppose. On n'est pas aidé tous les jours. Mais on va finir par y arriver, parce que petit à petit, les gens nous écoutent plus avant. Ils nous le disent. Et on va continuer à faire des propositions, à montrer que face à la logique du chacun pour soi et tous contre tous, eh bien, il y a une alternative que représente la France insoumise, qui est l'humanisme écologique et social que nous voulons incarner. Et avant de conclure, Christophe Caillou qui vous pose cette question, qui va décider de la composition et du rôle de la future assemblée représentative de la France insoumise? Alors, cette assemblée, moi, ce que j'en sais pour les discussions que j'en ai avec les principaux animateurs du mouvement, comme les différentes conventions que nous avons déjà pu faire, notre principal souci est de s'assurer d'une bonne représentation de toute la diversité de ce mouvement. Donc il va y avoir un système pour l'essentiel, je sais, de tirage au sort, qui sera composé des gens qui sont membres des groupes d'appui, des gens qui sont simples signataires, mais on va s'assurer véritablement d'avoir y compris des équilibres géographiques, paritaires, et que tout le monde puisse avoir voix au chapitre. Mais il nous faut un cadre. Je ne sais pas à combien de personnes ça sera fixé, je n'ai pas plus d'informations, mais en tout cas on va s'assurer que ça soit représentatif du mouvement. On en a besoin pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Merci beaucoup Adrien Catanhos d'avoir pris un peu de temps. On a un peu débordé par rapport au temps qui était imparti, mais on vous remercie justement d'avoir répondu à mes questions, mais aussi celles des internautes. On n'a bien sûr pas pu tous les prendre parce que vous étiez très nombreux à poser des questions, mais tout de suite le replay qui sera disponible pour ceux qui sont arrivés en cours de live. On vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis en direct pour ce nouveau Facebook Live et à très bientôt sur Buzz. Merci à vous. Encore merci à vous Adrien Catanhos pour cette interview accordée à vous.